le Talking Esprit Payade, l'émission 100% MHSC. Bonjour à tous, c'est jour de match et c'est donc on se retrouve pour une nouvelle émission du Talking Esprit Payade. Au programme aujourd'hui, la revue de l'actu avec le derby qui a été annoncé à huis clos, donc ça n'a pas encore été officialisé, mais on a eu l'info avec des petits échos qui nous ont été transmis. Amir Adouyev sur le départ donc pour la partie actu. Dans une deuxième partie, on évoquera donc la victoire face à Angers étincelante 4-1. Donc on reviendra sur l'effet du match avec l'arbitre qui a été notamment pointé du doigt. On fera les notes, donc on fera le top et les flops, donc que nos chroniqueurs auront choisi. 3 sur 3 à domicile, donc on évoquera cette excellente performance qu'il faudra réitérer à l'extérieur. Et en dernière partie, donc l'échauffement où on accueillera un supporter dijonnais. Donc on reviendra sur un peu le parcours de Dijon cette saison, le joueur à suivre que je vous présenterai. On reviendra aussi sur le fait d'avoir gagné à domicile. Il faudra confirmer à l'extérieur est-ce que ça va être un test ou pas. Quel 11 il faudra aligner. Et enfin, on finira par les pronos de la rédac. Sont avec moi aujourd'hui Dorian. Dorian, bonjour. Bonjour à tous. Et Julien. Bonjour tout le monde. Et bonjour à vous. Donc, on vous souhaite une belle émission. On va commencer cette journée par le derby qui a été annoncé à huis clos, donc comme je l'évoquais juste avant. Donc Montpellier est passé en zone à risque donc à cause du coronavirus. Donc tous les événements ont été limités à 1000 spectateurs. La préfecture ayant refusé la demande de Laurent Nicolin donc d'intégrer 1000 supporters plus le staff et donc les partenaires. Laurent Nicolin a préféré donc un huis clos plutôt que privilégier soit donc les supporters ou les partenaires. Donc c'est une question de justice. Et est-ce que selon vous déjà c'est logique ou c'est incompréhensible? Je vais commencer par toi, Julien. Alors, on va dire que on est dans une situation, on est obligé de respecter, mais il y a deux visions qu'on peut avoir. Si j'écoute mon cœur, moi je dirais que c'est incompréhensible parce que, bon, on le sait tous, il y a différents contextes dans lesquels il y a des populations qui sont amenées à être en proximité. Et c'est vrai que tirer une balle dans le pied du foot comme ça, bon, ça peut paraître inconcevable. Après, il y a sûrement des détails qu'on ignore, on en discutait. C'est surtout des coûts financiers le plus gros problème. Donc, on peut comprendre qu'avec les coûts et le refus de la préfecture, ça ne puisse pas aller, mais quand même, j'espère que des solutions seront trouvées parce que en début de saison, on nous parlait de stade rempli à 100%. Je pense qu'on en est très, 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 très loin. La priorité à la sécurité, mais je pense qu'il faut être capable de faire la différence entre sécurité et paranoïa. Et malheureusement, c'est pas nous qui décidons de ce genre de choses. Donc, c'est très triste pour les supporters, mais j'espère qu'il y aura un rebond. Dorian, quand je dis incompréhensible, ça peut être de par le préfet qui réduit de 5000 à 1000 et de par le président qui a refusé de choisir alors ses supporters qui normalement doivent être privilégiés. Alors, le préfet, enfin, c'est pas lui qui est à l'origine de tout ça, c'est le ministre de la Santé qui a présenté son plan, comme tu l'as expliqué dans ton intro, qui a réduit la jauge à 1000, et pas que pour Montpellier d'ailleurs, mais pour plusieurs villes et départements français. Euh, Après, oui, le choix de Laurent Nicolin peut s'expliquer. Alors, la jauge, elle est baissée à 1000. Euh, ça a été précisé hier, alors on ne sait pas trop encore, mais normalement, cette jauge devait inclure dans les 1000 personnes, donc le staff, les joueurs, les journalistes, les pompiers, les policiers. Donc, si tu ramènes du public en plus, il faut compter la sécurité, les stadiers, enfin tout le personnel d'organisation qui va avec. Et au final, donc, on se retrouve avec peut-être 500 supporters dans le stade. Enfin, c'était d'ailleurs le cas. Et sur les 5000, on était d'ailleurs pas 5000 supporters, mais 4500 avoir acheté nos places pour les 3 premières rencontres. Donc oui, 500 supporters, ok, mais parmi donc ces 4500 qui avaient acheté leur place, qui serait allé au stade? Il y aurait peut-être eu un sentiment d'injustice pour les autres, quelle que soit la méthode choisie. Donc au final, c'est le huis clos qui a été privilégié. Il ne faut pas oublier qu'il y a des coûts financiers pour la mise en place organisationnelle de chaque événement. Donc, malheureusement, oui, ça fait chier parce que c'est un derby, mais comment dire, le choix de l'organisation du MHSC est logique au vu de la situation actuelle. Et puis, je voulais juste rebondir sur ce qu'avait dit quand on parlait de 100%
dans les stades. Voilà, on vit un peu au jour le jour et on peut difficilement se projeter sur l'avenir s'il faut dans un moment pour aller au stade comme si de rien n'était. Enfin, on n'en sait rien. Voilà. Et pour le coup, c'est compliqué parce que nous, Dorian, par exemple, et Julien aussi, d'ailleurs, on avait acheté nos places. On était 5000 ou peut-être un peu moins, comme l'a évoqué Dorian, à les avoir achetés. Comment faire s'il y a que 1000 supporters autorisés, voire moins? Julien t'évoquait un tirage au sort, mais ça paraît compliqué, non? Ouais, je pense que ça, on va dire que c'est dans les questions de logistique aussi où ça a peut-être été une facilité de prendre le huis clos. Je suis d'accord que pour le remboursement, c'est problématique. Euh, Après, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont essayé de se casser la tête dessus et que je fais confiance au staff. Si ça se passe comme ça, c'est que bah, c'est la meilleure des choses à faire. Mais bon, c'est embêtant parce que bah, en plus de ça, en fait, la quatorzaine a été réduite. Avant, je crois que c'était 14 jours qu'il fallait rester isolé quand on avait contracté le coronavirus. Non, je crois que c'est passé à 7 jours. Donc, peut-être qu'on va changer rapidement de zone. Il faut croiser les doigts, hein, mais bon, j'espère que c'est pas prématuré de prendre des décisions 10 jours à l'avance. En tout cas, on va attendre l'officialisation du club. Mais bon, ça paraît un peu compliqué et inespéré d'aller au stade face à Nîmes. Ouais, On va passer. Oui, vas-y, Dorian, si tu veux rajouter. tant qu'on aura cette jauge, on sera à huis clos Ouais. pour moi. Hmm. Voilà. Je pense que c'est ce qui va se passer. Le deuxième sujet de l'actualité, donc Amir Adouyev qui a été laissé libre par le Montpelliero et qui va donc s'engager avec un club russe de première division. Donc je ne saurais pas vous le citer parce que c'est un peu compliqué. Euh, donc avec un pourcentage éventuel à la revente, est-ce que pour vous c'est dommage de laisser partir un jeune qui a quand même remporté la Gambardella en 2017 avec Montpellier, Dorian? Dommage, je sais pas, enfin, je l'ai pas. De toute façon, c'est simple, on l'a pas vu avec l'équipe pro du MHSC, donc je saurais pas juger sur ses qualités, sur ses performances. Après, oui, voilà, c'est un jeune de la Gambardella, mais à l'image de plusieurs d'ailleurs jeunes joueurs de la Gambardella, on n'en a pas vu beaucoup par la suite qui ont réussi à faire leur place pour l'instant, et pourtant ça fait 3 ans qu'on l'a remporté, si je dis Ouais. pas de bêtises. Donc Ouais. il y a Non, il y a peut-être que, il y a que Vidal qui a Vidal. intégré le groupe. Vargas. Il y a encore Vargas. Je suis même pas Chotard, sûr qu'il. Ah, non, Chotard, c'est après. il était pas, voilà. Ok, bon ben voilà, au moins ça. Ouais, t'as dit qui? Vidal? Peut-être Vargas aussi. Vargas? Ouais, faut Tamas. vérifier. On fera Tamas, c'est peut-être. du même. Ouais, C'est du même. C'est la même génération. Ouais, mais ils ont pas eu encore beaucoup de temps de jeu, voilà, chez les pros, donc il y a peut-être un souci. Alors, est-ce que ça serait un souci au niveau des jeunes qui arrivent pas à s'impliquer dans le groupe pro, à montrer de bonnes choses, ou alors est-ce que ça serait plus de la faute de Der Zakarian, hein, tout en étant mesuré, mais qui a peut-être un peu plus de mal à donner du temps de jeu aux jeunes avec l'effectif pro. Ça, je n'ai pas la réponse là-dessus. Julien, peut-être un problème par rapport aux jeunes? Bon, je pense que Montpellier a su exploiter ses jeunes dans le passé. Là, comme évoqué, peut-être que Der Zakarian a du mal avec un modèle un peu jeune, puisqu'on remarque qu'il a des cadres des fois avec de l'expérience. J'ai envie de dire, moi, je suis content pour Amir Adouev parce que quand on est jeune, je pense qu'il ne faut pas manquer de temps de jeu et que c'est peut-être une occasion pour lui de se découvrir des qualités et pourquoi pas de revenir un autre jour, pas spécialement à Montpellier, mais on va dire en France pour exploiter son talent. Je lui souhaite et je pense qu'avec la concurrence, il joue quoi exactement comme poste, Adouev? Il est milieu de terrain. Mais en tout cas, on a fait le tour parce qu'on ne va pas s'attarder là-dessus. On a quand même beaucoup à parler sur le En poste t'entendant de de loin, Montpellier. Lucas. Ouais. Ouais. Ouais, je Vas-y. sais Tu pas. m'entends de loin? Ouais, de C'est loin. bon là ou pas? Non. Non, juste le temps que tu règles, je vais meubler un peu, mais le truc, c'est que Derzak, on en parlait, alors oui, on a réussi à intégrer beaucoup de jeunes par le passé. Euh, Là, oui, sous l'ère d'Erzakaran, on n'en a pas vu énormément que ça. Et pourtant, c'est ce qui faisait la force un peu du MHSC les saisons passées. Là où je voulais en venir aussi, c'est que regarde sur les 3 matchs qu'on a joués, enfin sur les 4 premières journées de Ligue 1, je vais globaliser là-dessus. On a un des effectifs, les 11 les plus, en moyenne d'âge, le plus vieux de Ligue 1. Je crois qu'on a 30 ans de moyenne d'âge dans le 11 et ça montre aussi que Derzac s'appuie sur des joueurs d'expérience plutôt que des jeunes joueurs. Lucas, est-ce qu'on est bon? Enchaîne.
On va donc passer à la deuxième grosse partie de notre émission, à savoir le débriefing pardon, et la victoire face à Angers 4-1. Donc une victoire marquée par des buts de Souquet. Bauken avait égalisé à la 25e. Delors a ensuite inscrit un doublé à la 43e et 60e, avant que Mollet, qui est rentré en jeu quelques minutes avant, inscrive un magnifique but à la 86e minute. Question habituelle, messieurs. Que retenir de ce match, Julien? Retenir que pour moi, à mon avis, on a gommé certaines fautes de concentration qu'on n'avait pas fait les années passées. Je l'avais dit en avant-match et je me demande comment j'ai pas porté l'œil, mais on va dire que j'ai porté l'œil sur les Angevins pour le coup. Non, ça a été du Montpellier tout classique. Je pense que Montpellier a commencé fort. Comme d'hab, Montpellier prend un but sur le premier tir cadré de l'adversaire, premier tir, première incursion du full Montpellier. Donc, un petit peu stress, mais je pense qu'on a su revenir rapidement. Ce but avant la mi-temps change le match pour moi. Et le score, on va dire, bon, je trouve que 4-1, c'est bien parce que je prends l'exemple contre Nice, 3-1 avec le match qu'on a fait. Bon, ça aurait été plus logique qu'on gagne 4-1 contre Nice et 3-1 là que l'inverse, mais disons que j'ai été surpris. J'ai été surpris et je pense que bah, il y aurait beaucoup à dire, mais les secteurs ont été bons et c'est très bien pour Mollet de faire une bonne rentrée. Donc, je vous laisse me dire votre avis, mais Montpellier t'a puni, Julien, et on espère que ça va continuer. Dorian, que retiens-tu déjà de cette excellente performance? Très surpris également comme Julien. Moi, je m'attendais à un match plus compliqué face à une plus petite équipe. Donc, comme l'a dit Julien, un souci de concentration, ouais, un peu de relâchement qu'on pouvait attendre. Au final, il n'en a été rien parce que les Montpellierins ont attaqué dès les premières minutes du match. On les a vus à l'image des deux autres rencontres assez haut d'entrée. Donc, ils ont été logiquement récompensés avec ce premier but. Le point noir, ouais, il vient sur ce premier but angevin, sur la première frappe cadrée, mais surtout un relâchement qui s'est senti après avoir marqué le premier but. On a senti voilà, un peu moins de pressing, des Payadins qui reculaient un peu plus sur le terrain. Donc pour moi, ça a été le point noir. Après, bon, ils ont marqué le deuxième but et en deuxième mi-temps, c'est revenu avec les mêmes intentions offensives et on a pu confirmer par la suite. Angers était très fébrile, notamment en défense. On a senti que le départ de Santa Maria voilà, en sentinelle a fragilisé un peu la défense angevine qui était assez solide. Elles avaient encaissé 2 buts sur les 3 premiers matchs. Donc, non, je pense que c'est nous qui avons fait le match parfait et qui avons su exploiter leurs failles. Le match parfait, en tout cas, c'est pas ce qui qualifierait l'arbitre de ce jour, donc Stéphanie Frappard, qui a quand même sorti 8 cartons jaunes lors de ce match, dont quelques sévères en première mi-temps pour Montpellier. Le Midi Libre qui a bien cassé l'arbitre, qui pourtant n'avait pas l'habitude de faire parler d'elle de cette façon. Donc un match qui ne méritait pas tant de sévérité et un arbitre souvent mal placé. Donc le Midi Libre qui a cité ses propos. Jack, quel est votre ressenti à propos de l'arbitrage? Dorian, on était ensemble au stade. Tout simplement, qu'est-ce que tu peux nous dire que tu m'as dit au moment même lors des cartons jaunes qu'elle a sortis, quoi? Non, oui, il y a des moments, c'est vrai, elle était loin des actions et on se demandait, bon, elle sort le carton rouge parce que le carton jaune, pardon, parce que enfin, il y a le type qui crie et qui se roule par terre. Bon, ben, on pouvait un peu imaginer ça. C'est vrai que j'avais entendu la remarque, je crois que c'était sur Téléfoot. C'est vrai qu'avec un peu moins de spectateurs dans les stades, des matchs parfois huis clos, on entend plus les joueurs crier quand ils subissent une faute. Et les joueurs d'ailleurs, peut-être en rajoutent là-dessus et se servent de l'absence de bruit dans les tribunes pour, voilà, pour crier et donc amplifier un peu la gravité de la faute, alors qu'en soi, il n'en est rien. Donc oui, il y a parfois des cartons qui ont paru être un peu sévères, mais voilà, bon, ça n'a mené à rien au final. On a terminé le match à 11, ce qu'on avait un peu peur à la mi-temps, quoi. On avait un peu peur qu'on prenne un carton rouge justement par un second carton jaune, on ne sait jamais. Il y avait Pedro, Souquet, enfin quelques joueurs À force, on ne avertis. savait même plus.
Ouais, on savait même plus qui était averti. Et bon, au final, ça s'est bien passé. Voilà, ça n'a pas influé sur le résultat, ça n'a pas influé sur notre présence sur le terrain. On a fini le match à 11 et donc tout va bien. Il n'y a pas à polémiquer là-dessus. Julien, donc avec Dorian, en aparté, on avait évoqué aussi peut-être une arbitre féminine qui voulait peut-être montrer son autorité auprès de joueurs donc masculins. Est-ce que, D'accord. Julien, toi, tu évoquerais aussi Je suis entièrement d'accord avec cette vous. Si vision? je peux résumer ça, pour moi, c'est clairement du zèle. C'est-à-dire qu'on a un arbitre, voilà, j'ai longtemps bataillé. D'ailleurs, je pense que d'autres me rejoindront, mais pendant des années, j'ai eu le sentiment que Montpellier était vraiment freiné par beaucoup d'arbitres dans des matchs où je me disais, mais pourquoi il se passe ça? En fait, pourquoi il y a toujours deux poids, deux mesures? Pourquoi il y a beaucoup de cartons d'un côté, mais pas de l'autre? En fait, je crois comprendre que c'est la mentalité montpelliéraine qui rebute un petit peu ces arbitres-là. Je pense que Montpellier je sais pas, peut-être se lâche plus ou quoi. Et il y a une espèce de fermeté concernant le Montpellier que je ne comprends pas. Si je peux prendre un cas tout simple, le confinement et l'arrêt du football, ça a empêché la pratique pendant longtemps, pendant 6 7 mois. C'était évident selon tous les médias que la note technique d'un match allait baisser. Un coach de football va toujours dire, lorsqu'il y a une note technique qui baisse, le physique augmente. C'est évident qu'il va y avoir plus de fautes. C'est évident, puisque dans tous les cas, bah, le football, c'est un sport de contact. On rappelle qu'il y a quand même plus de blessures en foot qu'en rugby. Donc, c'est quand même de la percussion. Je pense que c'est une bêtise que tomber, comme l'a fait Stéphanie, je crois que ça s'appelle Stéphanie Frappard, dans ce jeu-là. En plus de ça, bah, non, ça donne vraiment un air ridicule. Et pour moi, voilà, on s'en sort bien de ne pas avoir de carton rouge. Mais voilà, il y avait un seul truc que je craignais, c'est que Delors, je crois qu'il a pris un jaune. Est-ce que Delors n'a pas été averti contre Nice et Lyon? Je verrais bien le 3 cartons jaunes en 10 matchs, hein. Donc, bon, On je l'aurait pense. su déjà. On l'aurait Hein, su déjà. Ouais. Je pense qu'on ouais, l'aurait su si c'était le cas. Donc, je n'ai peut-être pas que de c'est réponse là-dessus. un match qui prendra carton jaune. Ça se peut. Donc, Voilà, en si tout cas, Julien, on va pas polémiquer là-dessus. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ouais. tout nous a souri quand même au final, parce qu'on gagne 4-1 et pas de carton rouge, hein. Ouais, ouais, bien sûr, mais après, c'est combiner les difficultés, mais je suis d'accord là-dessus. Le seul truc que je dirais voilà, là-dessus, c'est que je pense que si Delors prend un carton contre Dijon, il saute le derby contre Nîmes. Absolument. Bon, Ouais. oui, en espérant déjà, oui, c'est sûr de ne pas prendre de rouge ni de jaune qui provoque un troisième synonyme de rouge. Mm. En tout cas, on l'espère. Ce serait mieux, c'est sûr, de jouer le derby avec notre effectif au complet. Les Ouais. notes donc, que nous avons faites à l'issue du match. Jonas Sommelin, 6. Arnaud Souquet, 6. Junior Sambia, donc, qui est rentré à sa place à la mi-temps, 6,5. Daniel Congré, 5,5. Nicolas Cosa, 4,5, donc, qui a été un peu à la ramasse, si je puis dire, hein, parce que bon, faut pas non plus Ah oui, le quand même. classer, mais il revenait quand même de blessures et n'avait pas joué Voilà, c'est depuis ça. Il un n'avait pas joué moment. depuis un an, ouais. Un an sans jouer avec nous. Pedro Mendes, donc pour continuer en défense centrale, 5,5. Ristich, dans la continuité de ses derniers matchs, en piston gauche, 6. Daniel Le Talec, 6. Jordan Ferry, 6 encore. TJ Savani, 6,5. Gaëtan Laborde, 7, donc auteur de 3 passes décisives. Andy Delors, le doublé, 7,5. Je vais vous demander tout simplement un top, un flop, Dorian. Ah, top, Andy Delors, quand même, hein, il a fait le taf. Il a marqué 2 buts. Il nous a remis dans le droit chemin avant la mi-temps parce qu'on commençait un peu à s'inquiéter après le premier but en Angevin, après l'égalisation. Non, un très bon match de sa part. Et qui s'est réveillé d'ailleurs après avoir un peu pété un plomb contre Lyon. Julien, un top, un flop, peut-être pour contredire Dorian, un Laborde. Moi, en top, je mettrais Delors. Je mettrais Delors parce que je Mm. suis content de son match et je suis fier qu'il ait redressé la tête parce que il restait quand même frustré de son loupé contre Lyon, de sa sortie. Donc ça, c'est bien pour Montpellier parce que je ne sais plus qui disait qu'il met la tête là où personne ne mettrait le pied. Et c'est vrai que mettre la tête face à Bernardoni, c'est quand même courageux. Un flop côté Montpellier, ou ça peut être en général dans le match? Un joueur, on va dire un Un joueur flop, c'est quelqu'un qui t'a déçu, hein, tout simplement, sur le match. Ah, Qui a peut-être été mauvais sur la performance ou qui t'a déçu personnellement. moi, en flop, c'est rare, mais je dirais que c'est la seule chose qui m'a déçu.
c'est la main pas ferme de Jonas Omlin. Parce que Sur le, pour moi, sur le le but plan qu'il jeu, ouais. prend, ça ressemble pas à son début de saison. C'est bon, c'est une casquette un peu hein, après avoir revu les images. Bon, je pense que c'est à l'image de ce que disait Dorian avec le relâchement sur la concentration. Parce que d'habitude, lui sort beaucoup et a même à l'image du tir capté après avoir arrêté du torse contre Lyon. Bon, c'est un peu facile. Donc, je dirais pas flop, mais c'est celui. Bon, après Kodza, moi je suis content, c'est son retour. Je suis pas méchant avec lui. Euh, j'ai pas de joueur qui me vient spontanément en tête. Sambia, je suis très content pour lui. Donc, non, non, je. Non, mais Pas c'est vrai que sur les 3 matchs qu'on a eu à domicile, vraiment tous les joueurs ont été impliqués. Vraiment, on n'en a pas un qu'on a senti un peu en dessous des autres. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Julien, mais vraiment, on a senti vraiment il y a un bon esprit d'ensemble. Voilà, tous les joueurs impliqués, un peu au même niveau. Non, enfin, ça, c'est vraiment plaisant à voir. Ouais, moi, oui, ok, Kozai peut-être été un peu en dessous sur ce match, mais voilà, rappelons-le, il a pas joué pendant un an, donc Ouais, on est-ce est qu'on peut lui content. Justement, en moi, vouloir là-dessus? pour l'inverse de vous, justement, je mettrais en flop Cosa, Oui, non, sans mais pour autant, ouais, sans Ouais, pour autant dénigrer ce qu'il vaut et son match. Mais c'est vrai que on l'a vu, on était en face de lui, notamment en première mi-temps ou en deuxième, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, ça a été vraiment compliqué. On le sentait hmm. perdu un peu, Dorian. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, pareil, c'est mon flop, mais c'est pas un flop méchant. C'est un flop. Bon, c'est pas grave. Reviens à ton niveau. Voilà, on sait qu'il a d'incroyables qualités en défense et qu'il est capable de. Il lui faut de la régularité. Faut le voir un peu sur le terrain. Il faut qu'il joue. Il faut que voilà, qu'il reprenne confiance parce que un an sans jouer, vraiment pour un footballeur professionnel, c'est terrible. Oui, il a été un peu perdu sur ce match, mais ça va revenir. Je n'ai pas d'inquiétude. Je vais y arriver là-dessus. ouais. Espérons-le en tout cas. Montpellier, donc 3 sur 3 à domicile, qui donc après la victoire face à Nice 3 buts à 1, Lyon 2 buts à 1 et donc Angers 4 à 1. Donc il faut préciser quand même que Montpellier est la meilleure attaque de Ligue 1. Yes. C'est quand même assez exceptionnel quand même pour Montpellier, qui d'habitude était réputé pour avoir un jeu défensif, C'est n'est-ce pas ça. Pierre Ménès? Donc est-ce un Entre bilan? autres. Ouais, oui, entre autres. Est-ce que c'est un bilan qui a dépassé tes attentes, Julien? Ah ben, j'ai envie de dire que tu utilises la bonne expression. Pour moi, c'est là où j'ai toujours connu Montpellier, à l'image de Montpellier, euh, le titre. Si on prend le titre, ceux qui ont regardé le titre, moi j'ai un souvenir vraiment arrêté là-dessus, où Montpellier était une machine à tirer. Il y avait des matchs, on avait 20, 25 tirs, et ça s'est confirmé puisque on est l'équipe qui avons le plus cadré depuis le début de saison. On a 28 tirs cadrés, je crois. Donc ça fait vraiment plaisir puisque j'ai pas les stats officielles, mais je dirais que dans un match de foot, la moyenne de tirs cadrés, ça doit être 5 ou 6 hein. Je Mm. n'ai pas les chiffres devant les yeux. Hein. J'ai quelques stats là-dessus pour après. Ok, bah, c'est parfait parce que Montpellier a été une machine pour moi offensive et c'est d'ailleurs beaucoup de gardiens sont surpris par nos frappes de loin. On prend la frappe d'Arnaud Souquet, elle n'est pas puissante, hein, elle est juste très bien placée. Elle est sur un temps où le gardien attend une passe, sur un temps de passe, un temps court et en plus du mauvais pied. Donc c'est bien, je suis très content là-dessus. Comme tu dis, ça surprend mes attentes et, et je pense que Derzak a dû, le connaissant, travailler là-dessus, a dû se rendre compte que ben il y avait une carte à jouer parce que maintenant on est dans un football statistique où les gens tirent que quand ils sont devant la cage et ça fait du bien de voir des vrais buts. Moi j'aime bien un petit peu être surpris, voilà, des reprises comme ça, c'est toujours beau. Donc je vous laisse donner votre avis, mais comment peut-on être réfractaire à cette idée de progression dans le jeu, quoi. Avant de te laisser t'exprimer, Dorian, restez connectés puisque dans quelques secondes, nous recevrons Maxime du Dijon Show qui interviendra pour la dernière partie, Allez. donc à savoir l'échauffement et le match face à Dijon. Dorian, Ouais. toi, tu voulais donner quelques stats et déjà, est-ce que c'est un bilan qui a dépassé tes attentes? Oui, donc oui, c'est 28 tirs donc sur les 4 premiers matchs de Ligue 1, 28 tirs cadrés. Montpellier, la cinquième équipe qui tire le plus, 11 tirs par match. C'est quand même pas mal. On verra que Dijon, c'est pas pareil. Loin de là. Non, oui, c'est un bilan qui a dépassé mes attentes. Alors, pour être franc,
Alors, je crois que sur les 3 matchs, je donne match nul, hein. J'aurais plus vu un 4-3, 4 points sur les 3 matchs à domicile. On a quand même Nice qui a fait un très bon mercato, Lyon qui sort d'une demi-finale de Ligue des Champions et Angers qui est un peu notre bête noire. Donc c'était 3 matchs pas faciles à négocier sur le papier. Et puis au final, on a montré vraiment beaucoup d'envie sur le terrain et beaucoup de bonnes choses. Et surtout offensivement, parce que c'est ça le point à souligner, c'est que Montpellier n'est plus une équipe qui gare le bus, comme on a pu l'entendre. Montpellier est une équipe qui va vers l'avant, qui presse, qui utilise bien son milieu de terrain, avec Savanier qui a été excellent sur ces 3 matchs. Et non, ouais, en attaque, c'est vraiment très bien. On se fait plaisir on prend du plaisir, oui, à regarder Montpellier qui produit un beau jeu et qui l'a montré sur ses 3 derniers matchs à domicile. Maintenant, transition, il faudra confirmer à l'extérieur et montrer Ouais, la confirmer même à envie. l'extérieur après. Ouais, vas-y, Dorian. Non, montrer la même envie, c'est ça, parce que on a joué, je l'ai dit, hein, on a un peu joué avec nos couilles, on a sorti les couilles à domicile, et il faudra les sortir aussi à l'extérieur. C'est Euh, sûr que ce sera important de confirmer à l'extérieur après 3 belles performances à domicile. Et on va savoir justement si c'est un vrai test de gagner à l'extérieur. et en 5 secondes, juste, j'ai noté 2-3 stats pour illustrer ces tirs. Delors et Laborde sont les joueurs qui frappent le plus individuellement en Ligue 1. Voilà, ça donne D'accord. aussi quelques détails par rapport à cette domination offensive du MHSC. On va attaquer donc la troisième partie de cette émission, l'échauffement, en compagnie de Maxime du Dijon Show. Donc bonjour Maxime. Et Est-ce que tu bonjour à peux tous. te présenter brièvement? Ouais, moi c'est Maxime, donc du coup je m'occupe du Dijon Show. On est une petite équipe de supporters du DFCO et puis on fait suivre du coup toute l'actualité du club sur nos réseaux sociaux et sur notre site web. Voilà. D'accord. Donc moi je suis supporter du DFCO depuis pas mal d'années et je suis expatrié du coup à Lille. Je suis étudiant à Lille. Eh bien, bienvenue en tout cas Maxime et on souhaite une bonne continuation à ton site. Donc on va revenir sur le dernier match de Dijon pour attaquer cette troisième partie. Donc une défaite face à Strasbourg 1-0 que nous a bien décortiqué Dorian. Dorian, mais justement, je vais te donner la parole. Est-ce que tu as vu le match déjà et qu'est-ce que tu as retenu? Ouais, alors, je vous préviens, hein, c'était en même temps que le match de Montpellier, donc ça veut dire que j'ai dû re-regarder en plein milieu de semaine le match de Dijon face à Strasbourg pour faire une petite analyse dessus. Déjà, moi, la remarque globale que je fais sur ce match, c'est que, sans vouloir offenser Maxime et les supporters dijonnais, je pense que Strasbourg aurait mérité de remporter ce match sur une plus grosse marge. Je pense que le 1-0 est très bien payé pour Dijon, tant les Strasbourgeois ont eu d'occasion durant cette rencontre, et notamment en première mi-temps où ils ont pris totalement l'eau sur leur côté gauche de la défense, donc avec Kenny Lala qui arrivait à centrer assez facilement. Euh, En défense, voilà, pareil, sur tous les duels aériens, je les ai sentis en difficulté, les Dijonais. Donc, autant sur les centres et les corners, où c'est là où ils prennent le premier but. Alors, c'est pas sur le corner en lui-même, mais c'est sur l'action qui suit le corner. Donc, ouais, j'ai senti une défense fébrile. Et en attaque, pareil, il y a eu 5 tirs Dijonais sur la totalité de la rencontre. Une action dangereuse, ça a été après le premier but strasbourgeois avec les 2 entrants, je n'ai plus leur nom. Voilà, donc j'ai senti une équipe assez fébrile et qui était venue chercher pour moi le point du match nul. C'était le seul objectif qu'ils ont eu à ramener de de ce déplacement, je vais y arriver, à Strasbourg. Alors Maxime, j'imagine que tu as vu le match. Toi, en tant que supporter dijonnais, donc en interne, quel est ton point de vue déjà sur cette défaite face à Strasbourg? Alors, notre coach venait vraiment pour se rassurer. Voilà, on sortait il me semble, de 3 défaites d'affilée, du coup, en ouverture du championnat. Et dans la conférence de presse, donc d'après-match, on sentait vraiment qu'il ne venait pas à Strasbourg pour prendre plus d'un point, quoi. Euh, on a vu aussi dans ses déclarations que il regrettait du coup ce manque de concentration sur le but. Après, je ne suis pas forcément d'accord avec ce discours-là, puisque finalement, comme tu as pu peut-être le voir, Dorian, sur le match,
il y a au moins 2 situations où Strasbourg mérite d'avoir un penalty. Et globalement, même dans le jeu, Strasbourg a dominé tout le long du match. Dijon s'est procuré vraiment très peu d'occasions, peut-être une ou deux occasions franches vraiment sur les 90 minutes. Donc ouais, je suis d'accord, cette défaite c'est vraiment mérité, quoi. Ouais, il y a 2 frappes cadrées sur tout le match et 60% de possession de balle pour les Strasbourgeois. Voilà quelques stats qui illustrent aussi cette domination strasbourgeoise. C'est ça, c'est Julien, vraiment un manque de ouais, vas-y, confiance. Maxime. C'est Vas-y, je vraiment te un laisse. manque de confiance dans le jeu dijonnais. On essaie on essaie de créer des automatismes aussi. On a une équipe qui s'est totalement renouvelée sur le plan de l'effectif. Et voilà, on est encore en cours de préparation. C'est comme une poursuite des matchs de préparation en fait. Et on attend mieux du coup dès ce week-end face à Montpellier où on aura un effectif déjà plus complet. On attend mieux, on l'espère pas, en tout cas pour nous, supporters montpelliérains. Julien, avant de passer au mercato dijonnais, est-ce que tu as vu le match de Dijon? Je ne pense pas. Mais en tout cas, est-ce que tu aurais un mot déjà sur le début de saison dijonnais? Alors oui, j'ai suivi un petit peu de loin, bon, sur mon téléphone, mais j'ai pu voir, j'ai pu regarder dans le résumé. Alors, pour vous rejoindre un petit peu, on sent que c'était un problème de confiance principalement. Après, si on voit d'un autre œil, je dirais que je trouve ça dommage pour eux de ne pas avoir tenu, parce qu'ils prennent, comme je crois, le but de Mitrovic à la 80e. Donc là-dessus, ça montre que c'est une équipe qui, défensivement, bah, arrive à s'en sortir. J'ai pas bien vu les occasions, donc c'est de la chance ou du talent. Je pense clairement que c'est une équipe qui va être embêtante, parce qu'on fait souvent match nul contre Dijon. Euh, bon, ben voilà, Montpellier avait fait un début de saison pareil, je crois, avec une défaite contre Angers, un petit peu, plusieurs défaites au début. Je crois que c'est difficile, mais ce sera un match qui se jouera plus au mental que dans les pieds, ça c'est certain. Mais après, Bon, on en reviendra sur le match, de toute façon. Ouais, voilà, je crois Mais qu'il en y a tout 2 cas, ans, en ouverture de championnat, Dijon vient nous battre à domicile. Là, c'est le oui, but dans le 2 buts 1. traditionnel. Alors, j'ai 2 buts plus. 1, ouais. Ouais, En C'est tout c'est cas, assez compliqué important. celui-là. Julien, c'est pas parce qu'il y a un supporter dijonnais qu'il faut sortir tes ciseaux, hein. ouais. Je les ai, on sait jamais que ça dégénère. Donc, le mercato dijonnais, avec l'arrivée de Roger Assalé, donc, qui était aussi en rumeur pour rejoindre Montpellier. Donc, il est Mhm. arrivé des Young Boys pour 4 millions d'euros. Ouais. Panzo, donc défenseur central de Monaco, arrivé pour 3,4 millions. Célina, milieu offensif, arrivé de Swansea pour 3 millions d'euros. Alex Dobré, ailier gauche U21 de Bournemouth, qui est arrivé pour 1 million d'euros. Donc, on a vu quand même un Dijon dépensier pour un club quand même de son calibre sans rabaisser les Dijonnais. Déjà, est-ce que vous avez un mot sur le mercato dijonnais et est-ce que vous pensez qu'ils sont tout simplement en danger cette saison? Je vais demander au principal intéressé, Maxime. Ah, on est parti sur un mercato au départ qui devait être juste un mercato d'ajustement. On avait un effectif qui était déjà bien au complet. Et on a subi en fait ce mercato parce qu'on a des joueurs qui demandaient plus de temps de jeu. Par exemple, le départ de Tavares, c'était pas du tout anticipé. On savait pas enfin, il avait un bon de sortie, mais on savait pas que son départ allait intervenir là cet été. Et voilà, il a fallu tout reconstruire. On a aussi beaucoup de problèmes au niveau du poste de gardien, parce qu'on ne sait pas si Gomis va partir à Rennes ou pas. Notre numéro 2, Runarsson, est parti à Arsenal. Notre numéro 3 est en instance de départ également. Donc voilà, on a 3 gardiens qui sont partis ou à moitié partis. Donc c'est quand même assez compliqué. En Mais tout cas, vous en dommage qu'il avez. ne soit plus là parce qu'on vous aurait bien filé les Gali. De rien. Oui, ils ont recruté Rakiopi. Je ne sais pas si je le prononce bien, qui vient de Lyon. Vous l'avez recruté Voilà. hier, il me semble, j'ai vu l'annonce. Voilà, donc après avoir s'il sera numéro 2 donc derrière Gomis, donc à voir s'il part à Rennes ou s'il deviendra donc numéro 1 suite au départ de Gomis. J'ai vu qu'il y a un gardien niçois aussi qui est dans les rumeurs, donc en cas de départ de Gomis et qui deviendrait numéro 2. Enfin voilà, il y a toute une valse de gardiens qui est en train de s'organiser à Dijon. Ils ont recruté Schedler, on va en parler. À Salé, donc qui est un bon joueur qui était dans le viseur du MHSC, mais alors oui, ils ont perdu Tavares, qui était un peu voilà leur buteur au Dijonais qu'il faut remplacer, donc qui était remplacé donc par Schedler et Assalé, on en a parlé. À Gerd qui est parti à Rennes, que je trouve qu'il est un très bon défenseur.
Et puis, bon, il y a quand même eu un retour de prêt qui est parti ensuite. Donc, Stéphie Mavididi, on en parlera aussi, qui va sûrement vous manquer, qui, on espère, sera prolifique contre son ancien club. C'est ça. Et globalement, en fait, donc sur ces dernières saisons, le poste qui nous portait vraiment défaut, c'était la défense. Et encore une fois, au Mercato, on a refait une défense complète. Enfin, on a seulement Eko Manga qui revient et qui est vraiment notre capitaine et notre joueur le plus solide derrière. Mais du coup, on a Panzo qui est arrivé apparemment en tant que titulaire, parce qu'il a commencé des matchs. Et sur le côté gauche, on a Ngonda qui était déjà là l'année dernière, qui apportait pas vraiment de garantie, mais là qui revient bien, qui a fait une très bonne préparation. Finalement, on a Hannibal Chala qui est arrivé et qui était titulaire la semaine dernière, alors que Ngonda Très était bon. là. C'est un des Et joueurs que j'ai le plus aimé la semaine dernière, ouais, qui a montré de belles choses. il a montré beaucoup d'agressivité dès le début du match. Et ouais, il était vraiment très intéressant et je pense qu'on pourra compter sur lui cette saison. Très bien. Julien, un mot sur le mercato. Et est-ce que tu penses déjà Dijon en danger cette saison? Alors, je pense que de par leur classement, ils doivent se sentir en danger, mais je pense que de par leur mercato, si j'étais un Dijonais, moi, ça me rassurerait parce que tu perds des bases. Voilà, Tavares, moi, j'ai retenu malheureusement son nom parce qu'il marquait beaucoup, beaucoup contre Montpellier. Mais il y a Mavididi ou quoi, donc bien évidemment que dans le vestiaire, ça fait un vide. Après, c'est plutôt sur le papier. J'ignorais qu'il y avait eu une défense qui avait été refaite. Je pense que ils sont pas dans les plus à plaindre en termes de recrutement, donc euh, je m'en méfierais comme de l'eau qui dort. Bien dit. Dorian, tu avais préparé peut-être un petit zoom Ouais, sur Dijon. Qu'est-ce que tu pourrais ouais. nous apporter? Bon, moi, voilà, il y a quand même un truc à noter, c'est que Dijon a renouvelé donc assez grandement son effectif durant ce mercato. Ça peut expliquer ces 4 premières défaites, manque d'automatisme, comme l'avait dit Maxime, hein. On a vu qu'à Strasbourg, ils essayaient de créer des automatismes entre eux et d'essayer de se rassurer en essayant d'obtenir un point de match nul, ce qu'ils étaient venus chercher à Strasbourg. Mais voilà, ça reste, oui, une équipe assez fébrile, donc qui a pris beaucoup de buts, qui en a marqué peu, qui est la pire attaque de Ligue 1 pour le moment. Ils ont marqué qu'un seul but, il me semble. C'était face à Lyon, C'est ça, c'est un but de 4-1. Scheller. Voilà, donc un seul but marqué en 4 matchs, c'est pas très rassurant pour des attaquants voilà, qui viennent d'arriver, qui doivent aussi essayer de s'intégrer, d'avoir des automatismes. Et voilà. Après, à voir au fil des matchs si cette équipe de Dijon arrive à se révéler. J'ai noté que voilà, c'est pas des joueurs qui ont l'expérience de la Ligue 1. Alors, il y en a, ils viennent d'autres championnats étrangers. Si je regarde mon tableau, il n'y a que Panzo Oui, il y a que Panzo qui a joué en Ligue 1, si je dis pas de Et bêtises. encore. Et Ouais, encore, parce qu'il a passé la saison dernière en Belgique, à Bruges. aussi, ouais. Et sinon, il avait quelques minutes en Ligue 1, mais c'était très parsemé, Mm. quoi. Donc Au voilà, fil de la j'ai saison. noté une équipe assez inexpérimentée, pardon, pour le championnat, à voir si ça va se confirmer. Tu souhaites réagir, Maxime, ou pas pour conclure ce Non, sujet? Dorian a tout dit. On a une équipe très peu expérimentée en Ligue 1 et c'est ce qui peut nous porter défaut du coup tout au long de la saison. Parce que les saisons dernières, on avait Taras qui avait quand même pas mal de matchs en Ligue 1. On avait Balmont aussi qui était un des joueurs les plus capés en Ligue 1. C'est des gros atouts pour pouvoir se maintenir. La saison dernière, on a aussi très mal débuté. On a débuté par 3 défaites et ensuite on a enchaîné 4. avec une belle victoire à Reims. Mm. Mais voilà, on avait l'avantage d'avoir des joueurs qui étaient déjà qui avaient un petit peu d'expérience. Et bon, là, ça tarde un peu par rapport à l'année dernière et je suis moins serein que la saison dernière. J'avais noté ça aussi, hein, ouais, Dijon qui a perdu ses 4 premiers matchs cette saison, mais qui avait également perdu ses 4 premiers matchs en Ligue 1 la saison dernière et qui avait obtenu le premier point lors de la 5e journée face à Nîmes. Voilà, Ah. ça, face à nos voisins et qui avaient obtenu leur première victoire qu'à la 8e journée du championnat. Ah, oui, c'est ça. On va se concentrer un peu plus sur le match en lui-même, tout en restant sur l'actualité de Dijon, à savoir les absents du DFCO face à Montpellier. Donc Amal Fitano, une blessure au quadriceps. Benzia qui s'était blessé à la main l'hiver dernier, donc qui est toujours absent. Koulibaly et Baldé reviennent de blessure, alors que Assali revient de suspension. Tu penses que c'est
des joueurs qui vont faire un grand bien à Dijon à ces retours, Maxime? Oui, Asselé apparemment a fait forte impression à l'entraînement. Donc il avait eu un tout petit peu de temps de jeu face à Brest. Et ensuite, il s'est très vite fait expulser sur une faute 10 minutes. assez discutable. Oui, sinon on a des retours, on a une équipe quand même complète. Je pense qu'au milieu, Malfitano a sa place, mais bon, ça dépend. Si on joue dans un 4-2-3-1, ce sera plutôt Diop et Ndong. Donc Diop aussi qui revient de blessure et qui revient dans le groupe. Donc, le groupe va être annoncé en fin d'après-midi, je pense. Et Koulibaly aussi qui est revenu à l'entraînement, mais c'est pas un joueur, c'est un joueur de bande. Voilà. Après, à voir si Mama Baldé va revenir dans le 11. Il revient lui aussi de blessure. Peut-être qu'il entrera en fin de match. En tout cas, c'est un gros atout pour nous pour espérer décrocher au moins un point sur ce match. Julien, les retours de Koulibaly, Baldé et Salé, ça te parle? Ah, ce sont des noms, mais je... les jours passent et l'appréhension grimpe. J'espère vraiment que ce sera des souvenirs aussi joyeux que le début de saison. Comme je disais, j'évite de porter l'œil et je préfère me mettre sur la défensive dès le début. J'ai appris à craindre les Dijonais, j'ai de la famille qui est là-bas et à chaque fois ils me taquinent parce qu'ils savent très bien que Montpellier, je crois qu'on reste sur 6 matchs nuls contre Dijon. Je crois qu'il y a 2 victoires pour Montpellier en Ligue 1, 6 matchs nuls et 2 victoires pour Dijon. Avant ça, c'est de la Ligue 2. Donc ces retours vont clairement aider. Bon, ils ne seront pas avec le Montpellier Hérault qu'on avait entendu un peu à droite à gauche. Ça sera avec Dijon et j'espère que... Pardon. Merci pour la notif. Je vais me mettre en mode pas d'arrêt. J'espère que ce ne sera pas de mauvais augure et qu'on aura un beau match. Normalement, il y a des buts. Je crois qu'il y a des buts entre Dijon et Montpellier. Ouais, regardez les autres saisons, hein, le 3-3, il y a quelques années, là, où c'est Ninga qui met un doublé ou Un triplé. un Je crois qu'on mène triplé, ouais. 3-1 à 3-3. C'est Bon, ça, ouais. on va se reconcentrer quand même sur le débat en question, Dorian. Avant Ouais. que je vous présente mon joueur à suivre, Dorian, est-ce que tu as un mot sur les joueurs qui vont revenir du côté, Non, ouais, ça fait du bien, Dijon? surtout à Salé, qui est un bon attaquant. Pour moi, oui, il était sur les tablettes du MHSC l'hiver dernier, donc non, ouais, ça va leur faire du bien, peut-être retrouver peut-être de la confiance à voir ce que ça va donner sur ce match. C'est l'heure du joueur à suivre donc, que je vais vous présenter. Il s'agit de Aurélien Schedler, que j'avais d'ailleurs oublié de mentionner dans les recrues de Dijon. C'est un attaquant de 22 ans, un gros gabarit puisqu'il fait 1m92. Il est français. Son profil, il est bon dans le jeu aérien, donc qu'on a pu repérer lors du match face à Strasbourg. Il est puissant, il est physique, il a quand même un bon jeu collectif. C'est un attaquant pivot. Donc c'est quand même un peu un profil à la Giroud, si on peut comparer au niveau du profil. Sa carrière en club de 2015 à 2016, donc il est passé à Boulogne en équipe 2. Il a joué 34 matchs et inscrit 11 buts. Ensuite, un prêt en 2016 jusqu'en 2017 à Amiens, donc toujours dans l'équipe réserve. Il a inscrit un but en seulement 3 matchs. Ensuite, à Boulogne, il a intégré l'équipe professionnelle. Il a inscrit 2 buts en 11 matchs en 2017-2018. Il est transféré à Orléans l'année d'après, en 2018, où il intègre dans un premier temps l'équipe réserve. Il inscrit 15 buts en 22 matchs. Il fait quand même une relative belle saison qui le propulse à l'équipe première d'Orléans en 2019. Il inscrit 9 buts en 28 matchs. Et c'est justement cette saison qu'il est repéré par Dijon et aussi par Montpellier l'hiver dernier. Et il est recruté donc par Dijon. Il en est pour l'instant à 1 but en 2 matchs. Son dernier match face à Strasbourg, c'est pas vraiment en sa faveur que ça va parler, puisqu'il a quand même été inexistant à l'image de son équipe. Hein. Maxime pourra confirmer. Il a seulement touché 28 ballons et c'est le plus faible total de son équipe. Et la seule action dangereuse, c'était un pressing sur Gomis, donc le gardien est mis sous pression. Non, pas sur Gomis, sur le gardien strasbourgeois. Ouais, Et Camara. le gardien dégage en catastrophe. Donc, un match très compliqué de sa part, mais peut-être une réaction face à Montpellier, Maxime. Ouais, c'est vrai que contre Strasbourg, il était inexistant, mais à l'image du collectif et de l'animation offensive, il n'a pas eu d'occasion parce qu'on ne lui a pas donné de ballon aussi.
Après, voilà, c'est un joueur qui nous surprend en bien. Il est arrivé à l'hiver dernier, donc dans les toutes dernières minutes du mercato hivernal. Et donc, il a fait une belle prépa. C'est un joueur qu'on attendait plutôt dans un rôle de pivot à la Tavares. D'ailleurs, durant les matchs de préparation, il a eu des consignes similaires à celles que Stéphane Jobard donnait à Tavares, c'est-à-dire, par exemple, souvent se placer au premier poteau sur les corners pour pouvoir lancer sur un joueur plus rapide qui se présente du coup plutôt vers le rond central. Et voilà, il a pris la profondeur aussi. On ne s'attendait pas à ce qu'il laisse cette caractéristique-là dans son jeu. Et oui, c'est un attaquant qui nous surprend aussi parce que durant son prêt à Orléans, parce qu'en fait il était recruté au mercato d'hiver, puis prêté à Orléans sur la fin de la saison dernière, euh, il s'est fait doubler dans la hiérarchie, il s'est retrouvé sur le banc. Orléans s'est fait reléguer en national. Donc franchement, on n'attendait pas grand-chose de lui. Ça nous a un petit peu peur aussi sur ce transfert-là, parce qu'il est arrivé par l'intermédiaire d'une agence de joueurs donc, qui s'occupait aussi de Rosier, il me semble, de Blaise Melou. Donc, le transfert était un peu bizarre. Et finalement, il fait un bon début de saison, on va dire. Un début de saison pas si décevant. Voilà, contre Angers, il marque 2 buts. Bon, 2 buts signalés hors jeu, mais 2 buts quand même. Contre Lyon aussi, il marque un joli but au début du match. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner, s'il va toujours avoir du temps de jeu avec les deux arrivées, donc celle d'Assalé et du futur attaquant qu'on attend encore sur cette fin de mercato. Mais en tout cas, ouais, c'est un bon joueur qui fait plaisir à voir jouer. Merci en tout cas de la précision, parce que c'est vrai que ça m'avait étonné de voir qu'il avait inscrit que 5 buts en Ligue 2 la saison dernière, alors qu'il avait fait un très bon début de saison. C'est pour ça que d'ailleurs Montpellier l'avait repéré. Mais si tu nous dis qu'effectivement il y a eu des problèmes après, ceci explique cela. Dorian, un petit mot sur Schindler? Ah bah voilà, oui, il était dans cette liste d'attaquants que Montpellier voulait recruter cet hiver pour soulager Delors et Laborde. Donc au final, ça s'est traduit par une arrivée de Youn. Et il y avait justement Scheller et donc Assalé aussi, qu'on en a parlé plus tôt. Oui, qui est très grand. Si on lui donne les centres, attention, parce que de la tête, il peut être très dangereux. Et il surprend, oui, également par sa prise en profondeur. Donc comme l'a dit Maxime, c'est très juste là-dessus. Et oui, moi j'ai une stat, voilà, bah, c'est 100%. Il a marqué 100% des buts de Dijon cette saison. Mais il y en a que. Oui. Ah, c'est une belle stat. Julien, toi qui n'aimes pas porter l'œil pour nous, peut-être que tu voudras dire du bien sur Andy Johnny. Alors, je connais pas assez leur effectif. Non, mais sur Schindler, ne serait-ce. Ouais, bah alors je dirais que allez, il est grand, ça va avec ma collection. Je le vois bien marqué sur corner, voilà, c'est officiel. Je le vois bien marqué sur un petit corner tir au près, poteau, ballon qui rebondit au sol et qui rentre dans la cage pour un score final de 1 partout avec la une Ah, qui mais c'est dit. pas encore les pronostics, Julien. À moins que tu veuilles nous quitter. Hein. Je vais devoir pas tarder à vous quitter, donc c'est peut-être pour ça que j'ai précipité. Non, mais c'est vrai que je pense que si tu l'as choisi dans ta rubrique, c'est que c'est quand même un joueur qui vient pas de nulle part. Euh, J'appréhende un petit peu de comment. Bon, heureusement que Hilton revient. Parce que, parce que je pense que ça va faire du bien en termes défensifs de la gestion des grandes perches. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup de grands. Mais moi, je le vois bien marquer de la tête, Eddie Johnny. Donc, Attention, vous un l'avez joueur. compris. Ouais, et excusez-moi, Dorian, vous l'avez compris, Julien doit nous quitter. C'est ça, hein, de Julien. Ah, ça. Ouais. Donc, à la limite, si vous voulez, je peux vous Un donner prono vite Allez, fait, ouais. allez fini par ton pronostic. tous les trois. Alors, moi, je vois un début de match pas du tout à l'image de ce que Montpellier fait à domicile. Montpellier qui va pas, à mon avis, être très percutant dans la zone offensive. Je vois bien Dijon qui ouvre le score de la tête, éventuellement. Avec Montpellier qui égalise dans une fin de match. Je vais partir sur un partout. Mais Et, et Dieu sait que j'ai l'impression qu'il va arriver. Mais bon, euh, on va espérer avoir aligné les étoiles et que mes dieux italiens me fassent la consécration en me rendant ce que je dois avoir. Mais je pense que ça va être difficile et je ne vais pas trop me mouiller. Et bon. vous? Non, nous, on en On les parlera fera en après. fin Mais d'émission. en tout cas, on sait que malgré le 1 partout, dans ta tête, on sait que tu espères un 3-0 fortement. Ah bah bien sûr. Alors là, Allez. là, vous Allez, pouvez être. ouais. On va te laisser, Julien, car Merci, Julien, ouais. il faut Hein? poursuivre l'émission. En tout cas, Julien, merci Ouais, pour ta je participation vous et remercie. bon match.
pour les rubriques et pour l'organisation. À très bientôt. Et puis, bonne chance à Maxime le Dijonais. Je te remercie pour tes interventions. Avec plaisir. Allez, ciao Moi, tout le monde. Ciao, Julien, je rebondis sur le vite fait sur le joueur de Lucas en une phrase. Voilà, donc attention, joueur à suivre de Lucas. La semaine dernière, il nous a fait son focus sur Bernardoni. Il a pris 4 buts. On enchaîne. Ouais, on va enchaîner. Vaut mieux pour Maxime, sinon il va t'insulter. Donc on va enchaîner avec un sujet qui va plus concerner Dorian et moi que Maxime, puisque c'est surtout en rapport à la performance de Montpellier. Donc on a enchaîné quand même 3 victoires à domicile. Il faudra confirmer à l'extérieur. Est-ce que pour toi, Dorian, ce sera un vrai test de confirmer en gagnant face à Dijon à l'extérieur? De toute façon, je l'ai dit en début d'émission. Sur les 3 matchs à domicile, on a joué haut, on a pressé l'adversaire dans son camp. On a réussi à trouver un TJ Savanier qui apportait beaucoup au milieu de terrain et qui lançait parfaitement nos 2 attaquants Delors et Laborde. Il faudra jouer avec la même envie et la même intensité à domicile comme à l'extérieur. C'est ce qui nous manquait la saison dernière. On n'a gagné qu'une victoire à l'extérieur, je le rappelle pour les supporters dijonnais qui nous écoutent. C'était clairement ce qui nous manquait pour espérer accrocher une place en Europe. Donc maintenant qu'on a montré qu'on était capable de faire de très bonnes choses à domicile contre des adversaires à la fois qui jouaient l'Europe comme Lyon et comme Nice, comme des adversaires qui allaient jouer le milieu de tableau de Ligue 1 comme Angers, on a montré qu'on était capable donc de produire la même intensité sur ces 3 matchs-là. Si on l'a montré contre Lyon, Nice, Angers, on sera capable de le montrer contre Dijon. Il faudra pas avoir cette mentalité comme la saison dernière de venir pour espérer accrocher un point du match nul. C'est clairement pas ce qu'il nous faut. Il nous faut jouer avec les mêmes intentions et le même pressing, le même jeu haut comme on a montré sur les 3 derniers matchs. Après, si Maxime veut réagir, voilà. Ouais, oui, justement, Maxime, toi, rapidement, d'un point de vue extérieur, tu as vu quand même Montpellier enchaîner trois belles victoires à domicile, meilleure attaque. Toi, de ton point de vue d'un côté dijonnais, est-ce que pour toi, ce serait un vrai test pour Montpellier de confirmer à l'extérieur? Et Dieu sait que Montpellier était mauvais l'année dernière à l'extérieur. Étant donné la situation de Dijon, je pense pas que le vrai test, ce sera sur ce match. Parce que derrière, comme je vous ai dit, on est assez en mode reconstruction avec une défense centrale qui apprend à se connaître. Donc oui, ça sera un match où vos attaquants pourront peut-être prendre un peu plus de confiance, même s'ils en ont déjà pas mal avec Delors et Laborde, qui sont assez impressionnants. Donc voilà, je pense que oui, défensivement, ce sera un match test pour vous. Parce que là, nous, de notre côté, on va récupérer du coup Assalé qui, je pense, peut faire mal à votre défense. Schedler qui pèse beaucoup aussi. Donc ouais, je pense que ça ne sera pas un vrai match test, mais ouais, sur certains points, comme sur votre défense, ça sera peut-être assez intéressant de se fixer là-dessus. Oui, Dorian, je vois que tu veux réagir. Ça va être intéressant parce que voilà, Montpellier aura cette pression de confirmer les espoirs montrés sur ces 3 matchs à domicile et donc confirmer à l'extérieur face à un Dijon qui doit se rassurer. Donc autant les 2 équipes auront des choses à prouver lors de cette rencontre et donc ça pourrait être un match assez ouvert au final. Avant de clôturer l'émission par les pronostics, on va rapidement faire un dernier débat qui va peut-être concerner toi, Maxime Dijonais, et toi, Dorian Montpellierin. Donc Montpellier qui joue à Dijon à 15h. Dijon donc, va retrouver Mavididi, donc son ancien club qui avait été prêté par la Juventus l'année dernière, et aussi Mollet qui avait joué à Dijon il y a quelques saisons en 2015. Est-ce que Dorian, je vais te donner la parole. Est-ce qu'il faut les mettre titulaires face à leur ancien club? Et surtout, Mavididi qui a fin de but. C'est la question qu'on se pose pour ce match et on se l'est posé également pour le match contre Angers. Quel 11 aligné? Parce qu'on a vu que le 11, donc avec au milieu le Talek, Ferry et Savanier marchaient très bien ensemble. Justement, ça donnait un peu plus d'espace à Savanier, plus de liberté dans le jeu. Donc, enfin, voilà, quel 11 aligné? Est-ce qu'on pourrait sortir Savanier, le reposer pour le derby, mettre Mollet du coup qui a montré de très belles choses lors de son entrée contre Angers. Mavididi, pareil, qui avec des ballons peut créer la différence par sa rapidité sur un côté. Mais du coup, dans quel poste l'aligner dans ce système du 3-5-2, du 5-3-2, comme vous voulez, de Der Zakarian?
pour moi, je pense qu'on a créé une certaine alchimie avec la composition qu'on a eue lors des 3 derniers matchs à domicile. Si on veut rattaquer avec les mêmes intentions, il faut laisser le même 11 et faire entrer Mollet, Mavididi en cours de match. En tout cas, pour réagir à ce que tu viens de dire, c'est sûr que Savani ne sera pas mis au repos. On joue dans une semaine contre Nîmes. Savani dans une forme étincelante, c'est sûr qu'il ne sera pas sur le banc. Ce serait complètement inconscient de le sortir du 11. Maxime, toi, d'un point de vue de ton côté, peut-être un peu craintif, est-ce que tu craindrais un Mavididi titulaire, un Mollet titulaire face à ton équipe tout à l'heure à 15h? Bah, Mollet est toujours très bon face à nous. On l'a vu déjà l'année dernière, il me semble qu'il marque un coup franc direct. Un coup franc Oui. contré, ouais. Voilà, il a pas de regrets face à nous. Franchement, il célèbre et tout quand il marque, c'est la Ligue des Champions. Et ouais, c'est un joueur que je crains. Après, si ça enclenche une réorganisation tactique de votre côté, je sais pas si c'est la bonne solution pour préparer un match plus important qui arrivera contre Nîmes ensuite. Après, Mavididi connaît bien du coup les lacunes de notre défense qui est en train de se reconstruire. Donc, Mavididi pourrait être un joueur lancé par Savanier, par exemple, dans la profondeur. Et à partir de ce moment-là, ça peut faire très mal. Et voilà, je pense que de toute façon, c'est 2 joueurs qui sont très bons et qui doivent être très dangereux aussi sur ce match. Et Mavididi, je pense, il faut voir comment est-ce qu'il peut être associé à quel attaquant devant en pointe, Delors ou Laborde. Peut-être Laborde pour être plus en appui pour mieux le lancer, je ne sais pas trop ce que vous en pensez, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un très bon joueur qui peut nous faire mal. Et en attendant la composition Payadine qui devrait sortir d'ici 14h, donc 1 heure avant la rencontre, n'hésitez pas à nous dire dans le chat quel compo vous verriez et si vous voyez Mavididi ou Mollet titulaire. Messieurs, c'est l'heure de clôturer cette émission. Donc Maxime, toi tu n'es pas habitué, mais on finit toujours nos émissions par les pronostics. Et bien, je vais commencer par le tien. Moi, j'attends de voir un gros match, d'avoir au moins un but pour Dijon, un deuxième but dans cette saison. Donc voilà, si on gagne 1-0, ça me va très bien. Si on peut voir un peu de football, ça c'est le plus important de notre côté. Après, je pense que Montpellier va vouloir se rassurer en obtenant son premier clean sheet. Mais voilà, une victoire 1-0 pour Dijon, ce serait déjà très bien. Maxime, optimiste pour son équipe. Dorian, est-ce que tu vas l'être pour toi, pour ton équipe de Montpellier? Comme l'an dernier, de partout. De partout? Non, Eh ben, moi, je l'ai dit, je vois un match ouvert, donc il y aura des buts. Dijon va accrocher son premier point lors de la 5e journée, comme la saison dernière. bon. Ben, moi, le mien, je vais dire, allez, optimiste aussi, 2-1. Les buteurs, allez, un petit Savanier Delors. Et pour Dijon, ben, allez, Roger Assalé. On va donc clôturer cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Dorian et à Julien qui ont été nos chroniqueurs et aussi à Maxime, donc supporter dijonnais. N'hésitez pas à aller le suivre sur Ouais. Twitter On vous re- et aller consulter son site, donc le Dijon Show, oui, Dorian. On peut faire une petite promo et on vous retrouve quand, les amis du Dijon Show, alors? On retrouve comment ça? Sur votre podcast, il est publié. Voilà, c'est quand est-ce que vous prenez l'antenne, vous? Nous, c'est assez aléatoire. On fait ça quand on a le temps, quand on a envie, quand on a du contenu. Mais en général, on essaie de faire un avant-match ou un après-match. Donc, on a une chaîne Twitch, c'est le Dijon Show TV. Et voilà, on se fait une petite émission en direct avec les supporters. Et ça se passe très bien pour le moment. Bon. Très bien. En tout cas, amis dijonnais et montpelliérains, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Ça peut être très intéressant et instructif de s'éloigner un peu de Montpellier. Merci en tout cas à toi, Maxime. Merci, Dorian. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve dimanche prochain pour l'avant-match du derby. Donc, malheureusement, à huis clos. Allez, bon match et allez, Payade. Bon match à tous. Bon match, merci. Le Talking Esprit Payade, l'émission 100% MHSC.